Dans une villa moderne du quartier de Futingo, une histoire de trahison et de cupidité se dévoile. Le puissant magnate des diamants, Augusto Malanda, se retrouve à la merci de sa jeune épouse, Anna, qui cherche à s'emparer de son héritage. Mais dans l'ombre, une personne loyale veille, Zola, la bonne, qui a toujours entretenu un lien particulier avec son patron, est sur le point de révéler l'impensable. Le silence dans la somptueuse villa de Futingo était pesant, et le cœur de Zola battait à tout rompre. Ses mains se tendirent vers celle d'Augusto au moment même où la porte du bureau commença à s'ouvrir. « Ne dis rien », murmura-t-elle, les yeux écarquillés. De l'autre côté de la porte, la voix d'une femme s'éleva, froide et calme. C'était Anna, l'épouse d'Augusto, au téléphone. « Il est là, malade, et n'a pas d'héritier. Tout sera à moi. » C'est l'occasion de finir ça en douceur ce soir, le cœur de Zola tambourinait dans ses oreilles. Les doigts d'Augusto agrippèrent son poignet. Les deux personnes restèrent immobiles, baignées par la douce lumière du couloir. L'un, en pyjama de soie, ses lunettes de lecture posées sur son nez, l'autre, dans sa simple robe de travail, serrant une pile de linge devenue lourde comme la pierre. La poignée de porte s'abaissa. Anna fit un pas, Zola retint son souffle. Mais, juste au moment où la porte s'entr'ouvrait, Anna s'arrêta. Elle laissa échapper un rire bref et amer, puis la porte se referma. « Ne t'inquiète pas, dit-elle à son interlocuteur. Je ferai en sorte que ça ressemble à une crise cardiaque. » Après tout, le stress des affaires et la gestion de ses mines de diamants le rongent jour et nuit. L'appel se coupa, un silence de mort s'installa. Augusto regarda Zola, le choc inondant son visage. Zola déglutit. « Papa, murmura-t-elle, les mains tremblantes mais la voix assurée, s'il te plaît, écoute-moi d'abord. » C'est ainsi que commença la plus sombre des nuits. Quelques heures auparavant, le soleil s'était levé. Les palmiers bruissaient sous une légère brise. La villa de Futingo, avec ses fenêtres panoramiques et son marbre étincelant, s'éveillait. Zola, elle, était debout depuis l'aube, comme à son habitude. Elle se déplaçait comme un vent doux, passant la serpillière, rinçant, pliant, et essuyant la rambarde en verre de l'escalier. Elle veillait à ce que la maison soit un havre de paix, étincelant et impeccable. Elle faisait cela parce qu'elle savait ce que c'était qu'une maison sans paix. Ses parents étaient morts il y a des années, et elle avait appris à être silencieuse, rapide et prudente. Quand elle avait trouvé du travail chez Augusto Malanda il y a 1 an, elle s'était promis de donner le meilleur d'elle-même. Augusto, magnate des mines de diamants, était un homme d'affaires redouté mais juste. Il disait « merci » quand elle s'occupait des petites choses. Il portait souvent des costumes de lin blanc et gardait ses lunettes sur son nez quand il lisait. Parfois, il l'appelait dans son bureau pour lui offrir du thé et ils discutaient de la pluie et des bruits de la ville. « Tes mains sont sûres » lui avait-il dit un jour, en la regardant arranger des roses. « Des mains sûres peuvent sauver un empire de se briser. » Zola avait souri. Des yeux attentifs aussi, papa. Il n'y avait qu'une seule ombre dans la maison, Anna, la jeune épouse d'Augusto. Âgée de 25 ans. Grande, belle, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle ne travaillait pas et n'en avait pas besoin. Elle voyageait dans le jet privé de son mari et conduisait ses voitures de luxe. Elle aimait poser pour les caméras, mais dans les moments tranquilles, son rire était aigre. Elle laissait ses robes et ses bijoux partout pour que d'autres les ramassent. Elle disait « À quoi bon avoir tant d'argent si on ne peut pas vivre librement ?» Puis elle faisait un clin d'œil à Zola et demandait un autre verre de vin. Zola ne jugeait pas, mais elle observait. Elle avait remarqué qu'Anna ne demandait jamais à son mari comment sa journée s'était passée. Elle avait remarqué son manque d'attention pour les choses qui comptaient. Elle avait vu son regard changer en sa présence, comme si elle était une ombre dans sa vie. Cet après-midi-là, un orage éclata sur la ville. Le ciel devint lourd et gris. Zola finit de nettoyer le salon et se dirigea vers le bureau d'Augusto pour changer le linge. En s'approchant de la porte, elle entendit la voix d'Anna. « J'en ai assez d'attendre. Il ne me donnera jamais d'enfant. Toute la richesse me reviendra quand il sera parti. Ses parents sont morts, il est leur unique enfant. On dira que c'était le stress. On le fera ce soir. » Zola se figea, le linge glissant légèrement de ses mains. Son esprit s'emballa, mais son corps resta immobile comme un chat avant de bondir.
Des pas claquèrent derrière elle. Un parfum subtil emplit l'air. Augusto arrivait, ses lunettes de lecture sur le nez, se dirigeant vers la porte comme si rien au monde ne pouvait mal tourner. Il se tendit pour prendre son téléphone. Zola bougea plus vite que sa propre peur. Elle se plaça devant Augusto et pressa doucement sa main sur la bouche de l'homme. « Ne dis rien, murmura-t-elle. Papa, s'il te plaît, écoute. » Pendant un instant, Augusto la regarda, choqué qu'une bonne ose le toucher. Mais quelque chose dans les yeux de Zola, la stabilité et la supplication, lui inspira confiance. Il resta immobile. À travers la porte, Anna continua de parler. « Je veux la liberté. Je veux une nouvelle vie. Un homme plus jeune, une famille. Celui-ci ne m'a rien donné. » Le visage d'Augusto changea, de la confusion à la compréhension, puis à une douleur si profonde qu'il en baissa les épaules. Zola sentit son corps trembler. Elle lui prit doucement la main. « Papa, murmura-t-elle, appelle la police. » Les yeux d'Augusto se remplirent de larmes, mais il hocha la tête. Il recula comme une danseuse qui fait un pas silencieux. Ensemble, ils s'éloignèrent de la porte, descendant le couloir jusqu'à une petite pièce. Zola ferma la porte sans un bruit. Les doigts d'Augusto tremblaient en composant le numéro. « Urgence, murmura-t-il, s'il vous plaît, venez. Ma femme prévoit de me faire du mal. » L'opérateur posa des questions. Augusto répondit par de courts mots, regardant Zola comme si la bonne était le roc sous ses pieds. L'opérateur promit de l'aide. Les unités étaient en route. La poignée de la porte s'abaissa. Zola jeta un coup d'œil par la fenêtre. Elle entendit d'abord de loin, puis plus fort, des sirènes qui déchiraient les rues trempées. Les portes de la villa s'ouvrirent brusquement. L'orage à l'extérieur devint violent. Les bottes lourdes des policiers résonnèrent sur les sols en marbre. Le cœur de Zola s'emballa, mais elle maintint sa position devant Augusto. Anna resta de marbre, son sourire confiant s'effondrant lorsqu'elle vit les officiers armés s'avancer. Ses yeux passèrent de son mari à la bonne, essayant de comprendre la scène. « Qu'est-ce que c'est » cria-t-elle, paniquée. « Augusto, dis-leur de partir. »« Je n'ai rien fait. » Mais Augusto resta immobile, ses lunettes baissées, des larmes de trahison brillant dans ses yeux. « Tu as comploté de me tuer. »« Anna, dit-il, ses mots aussi tranchants que du verre. J'ai tout entendu, chaque mot. » Anna laissa échapper un rire nerveux, sa voix se brisant. C'était une blague, une plaisanterie stupide. Je ne pensais rien de tout ça. L'officier en charge leva la main. « Madame, vous êtes en état d'arrestation pour complot de meurtre, déclara-t-il. »« Non, cria Anna en reculant. C'est un mensonge. C'est mon mari. Il sait que je l'aime. C'est un malentendu. » Mais tandis qu'elle se débattait, 2 officiers s'avancèrent, saisirent ses bras et refermèrent des menottes froides autour de ses poignets. Anna tourna son regard brusquement vers Zola, ses yeux brûlants de fureur. « Toi, siffla-t-elle d'une voix basse et venimeuse. C'est ton coup. » La poitrine de Zola se serra, mais elle ne tressaillit pas. Elle la regarda droit dans les yeux, calme et sans peur. « Non, madame, dit-elle. C'est votre propre œuvre. » Les policiers l'emmenèrent, sa voix résonnant dans le couloir. « Je suis innocente. On me piège. Augusto, s'il te plaît, tu me connais. » Le silence tomba une fois les portes refermées. Seule la tempête dehors continuait de gronder. Augusto s'effondra lentement sur un fauteuil, ses mains tremblantes. Pendant un instant, il sembla avoir 10 ans de plus. Zola se précipita à ses côtés, s'agenouillant. « Papa, ça va ?» Augusto saisit fermement la main de Zola. Ses larmes coulaient, mais sa voix restait stable. « Si tu ne m'avais pas arrêté, si tu ne m'avais pas dit d'écouter. » Il secoua la tête, incapable de finir. « Tu m'as sauvé la vie. » Zola baissa les yeux. La gorge serrée. « J'ai juste fait ce qui était juste. » Augusto prit le visage de Zola dans sa main tremblante. « Non, tu as fait bien plus. Tu m'as donné la vérité. » Dehors, les lumières rouges et bleues des voitures de police s'estompèrent. La maison semblait différente,
plus vide mais plus sûr. Un nouveau chapitre venait de commencer. Et la vie de Zola, autrefois cachée dans l'ombre du service, était sur le point d'être réécrite pour toujours. Le matin se leva avec un poids plus lourd que la tempête de la veille. Les nouvelles s'étaient déjà répandues. L'épouse du magnate milliardaire des mines de diamants, arrêtée dans un complot de meurtre. Les caméras clignotaient devant le palais de justice. Les reporters hurlaient des questions. À l'intérieur, l'air était rempli de murmures. Zola était assise à côté d'Augusto sur un banc en bois poli. Mais cette fois, elle ne portait pas son uniforme. Augusto l'avait vêtue d'une robe dorée, élégante et éclatante. Ses cheveux, habituellement attachés, étaient soigneusement coiffés. Elle ne ressemblait plus à la jeune femme qui récurait les sols. Augusto, majestueux dans son costume de lin blanc, posa une main calme sur le bras de Zola. « Souviens-toi, dit-il doucement, tu fais partie de cette famille maintenant. Garde la tête haute. » La porte du tribunal s'ouvrit. Tous les regards se tournèrent vers eux. Anna entra, menottée, son visage autrefois parfait marqué par la peur et le désespoir. Le juge entra, son expression grave et la procédure commença. Le procureur ne perdit pas de temps. « Votre honneur, dit l'avocat, la voix tranchante, nous présentons des preuves que l'accusé, Madame Anna Malanda, a conspiré pour ôter la vie de son mari, Monsieur Augusto Malanda, afin d'hériter de sa vaste fortune. » Un enregistrement fut joué. Des haut-parleurs, la voix d'Anna jaillit. « Il ne me donnera jamais d'enfant. Toute la richesse me reviendra quand il sera parti. Je veux la liberté. Je veux une nouvelle vie. Un homme plus jeune, une famille. » Des exclamations remplirent la salle. Anna se leva d'un bond, la voix désespérée. « C'était une blague. Je ne pensais rien de tout ça. »« Vous admettez que c'est votre voix ?» demanda le juge. « Oui, mais... » « Aucune explication supplémentaire n'est nécessaire » coupa le juge. Le marteau du juge retentit. « Anna Malanda. Ce tribunal vous déclare coupable de complot de meurtre. Vous êtes condamné à 10 ans de prison. » La salle d'audience explosa, les reporters griffonnant. Augusto ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Il se tourna vers Zola, saisit sa main et murmura « Merci de m'avoir sauvé. » Mais même alors qu'Anna était emmenée, Zola savait que ce n'était pas la fin. C'était le début d'une nouvelle vie où sa place dans le monde d'Augusto allait être réécrite pour toujours. Les jours qui suivirent le procès furent comme l'entrée dans un nouveau monde pour Zola. Les journalistes affluaient devant la villa de Futingo, impatients d'apercevoir le magnate qui avait survécu à la trahison de sa femme. Mais quand les grilles s'ouvrirent, ce n'était pas seulement Augusto qu'ils voyaient, c'était Zola, debout à ses côtés, rayonnante et non plus cachée dans l'ombre du service. Augusto prit une décision qui choqua tout le monde. À partir de ce jour, annonça-t-il lors d'une conférence de presse, Zola n'est pas seulement ma bonne, elle est ma fille. Les mots se répandirent comme une vague. Les caméras clignotèrent follement. Zola, submergée, baissa la tête. Elle était passée de récurer des sols à être reconnue comme membre de la famille par l'un des hommes les plus puissants du pays. Augusto ne s'arrêta pas là. Il inscrivit Zola à l'université de Luanda pour étudier la comptabilité. Quand Zola réussit avec les meilleures notes, il l'inscrivit dans l'une des meilleures universités. Le premier jour fut terrifiant pour la jeune femme, mais elle garda la tête haute. La vie universitaire n'était pas facile, mais elle travailla plus dur, prouvant sa valeur à chaque étape. 4 ans plus tard, Zola obtint son diplôme comme major de sa promotion. L'auditorium explosa d'applaudissements alors qu'elle traversait la scène dans sa toge. Augusto, assis au premier rang, les larmes aux yeux, applaudissait fièrement. Quand Zola rejoignit l'entreprise d'Augusto en tant que responsable comptable, cela semblait être une destinée. Elle ne portait plus de plateau ni n'essuyait de table. Elle portait des dossiers, signait des documents et donnait des présentations qui laissaient les membres du conseil d'administration hocher la tête avec respect. Sa force tranquille, celle qui avait autrefois sauvé son patron, guidait désormais les finances de l'entreprise. C'est à ce moment-là que Zola rencontra Kudura. Il était un jeune cadre, grand et bienveillant, avec des yeux qui semblaient la voir d'une manière unique. En quelques mois, Kudura la demanda en mariage.
Augusto n'épargna aucune dépense pour la célébration. En descendant l'allée dans sa robe blanche, Zola vit son père adoptif sourire à travers ses larmes, sa joie brillant plus fort que n'importe quel diamant dans la pièce. 2 ans après le mariage, Zola tenait sa petite fille nouveau-née dans ses bras. Elle et Kudura l'avaient nommée Kianda. Quand Augusto porta l'enfant, des larmes roulèrent sur ses joues. Il embrassa le front du bébé et murmura « C'est le rêve que je pensais ne jamais voir se réaliser ». À ce moment, entourée d'amour, Zola réalisa que son voyage avait bouclé la boucle. Elle était une fille, une épouse, une mère et une femme dont le courage avait sauvé un magnate et redessiné son propre destin. Et tandis qu'Augusto berçait la petite Kianda, la paix s'installa enfin sur la villa de Futingo qui avait autrefois résonné de trahison. Si vous avez été touché par cette histoire, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser un commentaire. Vos retours sont précieux et nous aideront à continuer à vous offrir des récits aussi captivants.